Bonjour, lors d'une dernière leçon que nous avons commencé lors du dernier cours, nous avons cherché les points communs qui existaient entre les êtres vivants pour pouvoir les classer. Alors nous avions déjà vu que l'alimentation est un des points communs, mais grâce à une activité faite en classe, voilà, un peu le qui est des animaux, vous avez vu qu'on pouvait choisir des critères pour pouvoir regrouper ces animaux. Alors vous prenez une nouvelle feuille, puisque c'est une nouvelle leçon, et vous notez à la suite, sur cette nouvelle feuille, en rouge, leçon 3, 2 points, tous les êtres vivants ont des points communs, point, sauter une ligne, en bleu. Nous avons vu dans les cours précédents que tous les êtres vivants se nourrissent pour produire de l'énergie, virgule, leur propre matière, entre parenthèses la matière organique, ou des réserves, point, à la ligne. Pour mieux comprendre quels sont les points communs aux êtres vivants, on peut tenter de les regrouper, point. Et effectivement, lors de l'activité que nous avions fait en classe, vous y avez compris ce qu'était un bon critère pour classer des êtres vivants. D'abord, c'est un critère positif, c'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que a l'animal? On ne se base pas sur ce qu'il n'a pas. Par exemple, si on regroupait tous les animaux qui n'ont pas de plumes, effectivement, ça ferait beaucoup d'animaux ensemble qui n'ont rien à voir, comme la grenouille et les végétaux qui n'ont pas de plumes. Donc on se base sur des critères positifs. Deuxièmement, on se base sur des critères morphologiques, c'est-à-dire liés à la forme du corps, et non pas liés à la façon de vivre. On ne regroupe pas ensemble tous les animaux qui volent, puisqu'on se retrouverait avec des animaux très différents ensemble. Donc critères positifs et critères morphologiques. Alors petit exemple pour bien comprendre. Si vous prenez ces trois animaux, requin, pigeon et chien, oui, sous forme de dessin, c'est plus simple. Donc d'abord, on peut faire un premier grand groupe, celui des animaux. Donc ils sont tous des animaux, on les regroupe, ainsi c'est un critère morphologique. Mais on peut aussi déterminer un sous-groupe, les tétrapodes, c'est-à-dire ceux qui ont 4 membres. Pour le chien, 4 pattes, et pour l'oiseau, les 2 ailes et les 2 pattes arrière. Donc vous voyez qu'on a des groupes emboîtés que l'on voit ici. Bien, maintenant que ce rappel est plus clair, puisque normalement vous l'aviez déjà fait, vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 1, on classe les êtres vivants pour mieux les comprendre, point, sauter une ligne, en bleu, on classe les êtres vivants selon des critères qui leur sont communs, entre parenthèses comme les poils ou la présence Dieu, point, à la ligne. On obtient alors des groupes emboîtés qui permettent de représenter la proximité d'un être vivant avec un autre, point. Cela signifie que deux êtres vivants avec des points communs ont des modes de fonctionnement proches. Mais on peut aussi transformer ce mode de représentation en un mode un peu différent qu'on appelle un arbre phylogénétique. C'est ce qu'on obtient ici. Vous avez donc toujours ces trois animaux. Alors vous voyez qu'on va partir sur cet arbre phylogénétique d'un tronc commun, puisque ce sont des animaux, même couleur, donc vous voyez. Mais par contre, à un moment, cet arbre va se séparer en deux. Et oui, puisque d'un côté, on va avoir les tétrapodes, oui, voilà, ce groupe qu'on retrouve, qui est lui-même contenu dans le groupe des animaux. Donc vous voyez qu'on retrouve les groupes emboîtés, c'est juste une représentation différente. C'est un arbre phylogénétique. Vous notez à la suite du cours, comme les caractères physiques sont héréditaires, virgule, on peut déterminer des liens de parenté plus ou moins lointains et tracer des arbres phylogénétiques, entre parenthèses, et savoir quels êtres vivants ont un ancêtre commun plus ou moins ancien. Fermez la parenthèse, point. Sauter une ligne, définition à la ligne. Arbre phylogénétique, 2 points. Schéma ressemblant à un arbre généalogique avec les parents, les enfants, 3 petits points, pour montrer les parentés entre différentes espèces. Point. Mais ce type de représentation ne sont que 2 exemples, effectivement, ils ne sont pas exclusifs. Il en existe d'autres, comme celui que vous allez voir dans la vidéo qui suit, sous forme de cercle. Pour bien comprendre la vidéo, je vous demande de répondre à ces questions-là. Sur la vidéo qui suit, vous avez les timecodes qui pourront sûrement vous aider, qui vous permettront de bien comprendre ce que je cherche à vous montrer dans cette vidéo. Vous répondrez sur feuille, je ramasserai ces questions, bien évidemment, au prochain cours. Allez, sur ce... bonne vidéo! C'est le naturaliste anglais Charles Darwin qui a découvert le principe de l'arbre de la vie. Toutes les espèces sont parentes à un certain degré. Les représentations de l'arbre de la vie se sont multipliées. Aujourd'hui, on peut explorer ces liens de parenté d'une manière saisissante. Du vivant de Darwin, le naturaliste allemand Ernest Haeckel a publié Un arbre de la vie qui a longtemps fait référence. À la racine, les cellules sans noyau. Au sommet, trônant au milieu des animaux, l'homme. C'est la vision de l'époque. Darwin n'était pas d'accord avec son collègue. Pour sa part, il aurait donné à l'homme une place plus discrète, moins dominante. Quoi qu'il en soit, à cette époque, pour dresser des arbres de parenté, on se basait uniquement sur la physiologie et l'anatomie comparée.
Pour les animaux, par exemple, on comparait les squelettes ou bien la forme des membres ou des organes. On examinait aussi les animaux éteints du passé, ceux dont on possédait des fossiles. Par ces méthodes, petit à petit, les naturalistes ont précisé et enrichi l'arbre de Haeckel. Au cours des années 1980, des machines à analyser l'ADN sont apparues. Elles ont permis de construire de nouveaux arbres de la vie. Ils sont basés sur le principe selon lequel deux espèces ayant des séquences d'ADN très semblables doivent partager un ancêtre commun très proche. On peut construire des milliers d'arbres différents, révélant chaque fois des détails nouveaux, souvent très discutés dans le milieu scientifique. Un des exemples concerne la nouvelle classification des mammifères actuels. Une équipe internationale a publié récemment à ce sujet des résultats fascinants. Ils ont choisi de représenter leur arbre par un cercle. Commençons par le début. Je suis ici sur un point il y a 166 millions d'années, alors que tous les mammifères avaient un ancêtre commun. La première branche à apparaître est celle des monotrèmes, des mammifères qui pondent des œufs. Aujourd'hui, il n'en reste que deux, l'ornithorynque et l'échnidé. La deuxième branche apparaît il y a 147 millions d'années. C'est le moment où les marsupiaux, les animaux qui portent leur bébé dans une poche ventrale, se séparent des placentaires, qui eux portent leurs petits dans un placenta. Les placentaires sont très diversifiés et ils incluent nos plus proches cousins. En marchant vers le bord du cercle, je reviens vers le temps présent. Tout récemment, il y a 100 000 ans, est apparu l'homme moderne, l'Homo sapiens. C'est nous. Mais si je recule dans le temps, je vais remonter l'histoire de notre famille. Ici, il y a 7 millions d'années, nos ancêtres se sont séparés des chimpanzés. Il y a 19 millions d'années, nouvel embranchement, celui des grands singes. Si je remonte beaucoup plus loin vers le centre, à 87 millions d'années, je me trouve au point d'origine de tous les primates. Autour de cette période, on retrouve le début des branches des autres grandes familles de mammifères. D'un côté se situent les rongeurs. Ils constituent le tiers de tous les mammifères. De l'autre côté, on découvre tous les animaux à sabots. Et leurs voisins immédiats, ce sont les carnivores. En un siècle et demi, l'idée d'un arbre unique de la vie reste valable, même si l'arbre est devenu beaucoup plus touffu et plus complexe que ce qu'on croyait. Rien pour déstabiliser Charles Darwin, qui prétendait qu'on avait à peine effleuré l'immensité du vivant. J'espère que vous avez bien compris qu'effectivement, on peut retrouver des points de parenté entre de nombreux êtres vivants et ainsi les regrouper suivant différentes représentations. Mais justement, ces points de parenté, jusqu'où vont-ils? C'est-à-dire que si on prend des êtres très différents comme un végétal et un animal, est-ce qu'eux aussi ont des points communs? C'est ce que nous étudierons la prochaine fois en classe. D'ailleurs, je ne saurais trop vous conseiller que de regarder la vidéo sur comment utiliser un microscope. Effectivement, c'est un outil que nous utiliserons la prochaine fois et cette vidéo vous permettra de gagner du temps et évidemment de mieux utiliser cet outil. Évaluation sera faite de l'utilisation de cet outil, donc je ne saurais trop vous conseiller de vous avancer. Sur ce, je vous dis à bientôt.